C'était notre réunion de famille annuelle, organisée dans le chalet au bord du lac qui appartenait à la famille de ma mère depuis des générations. L'air sentait le pain et la fumée du barbecue. Des parents éloignés, que je ne voyais qu'une fois par an, déambulaient, riaient et prenaient des nouvelles. En surface, c'était une image parfaite d'une famille américaine heureuse. Mais pour moi, ce n'était qu'une scène de plus pour la pièce préférée de ma famille, où j'étais toujours le même rôle, année après année, la petite sœur fiable, responsable et complètement invisible. Ma sœur aînée, Manon, était la star du spectacle. À 24 ans, elle était charmante, athlétique et avait le don de faire sentir à tout le monde qu'elle était leur meilleure amie. Juste avant qu'elle ne leur demande une faveur, elle se tenait sur le bord du vieux quai en bois, une canette de bière à la main, racontant une histoire exagérée à nos cousins. Je passais juste prendre un soda dans la glacière. « Salut, petite sœur », dit-elle d'une voix pâteuse, un sourire en coin, pensant à tout l'argent que mamie t'a laissé. Je l'ignorais, ma main cherchant une canette fraîche. C'était son sujet de prédilection. Mon héritage, pas le nôtre, le mien. Un fait qui irritait ma famille chaque jour. « Ne fais pas ça », dit-elle en se plaçant devant moi. J'essayai de passer à côté d'elle, mais elle posa une main sur ma poitrine. « Tu sais, tu es toujours si sérieuse. Il faut que tu te détendes. » Et là, elle me poussa violemment. Le monde bascula. Une seconde, j'étais sur le bois solide du quai. La suivante, je tombais à reculons dans l'eau trouble et glaciale du lac. Le froid me frappa physiquement, me coupant le souffle. Je remontai à la surface en crachant, haletant. Mes cheveux plaqués sur mon visage. Ma tête replongea sous l'eau alors que j'essayais de reprendre mes esprits. Les rires du quai me parvinrent avant l'air. C'était Manon, pliée en deux, pointant le doigt. « Ne fais pas ta dramatique », lança-t-elle. Mes parents, Sylvie et Bernard, regardaient depuis le porche. Ils souriaient, sans essayer d'aider, juste en observant alors que je peinais à respirer. Une douleur vive transperça la vieille blessure de mon épaule, et une panique familière commença à me saisir la poitrine alors que le choc de l'eau glacée paralysait mon système. Je n'étais pas dramatique. J'étais en réel danger. Et à cet instant, en les regardant rire, je savais que quelque chose en moi s'était enfin brisé. Je ne discutais pas. Je ne criais pas. Je me frayais simplement un chemin jusqu'au rivage. Les poumons en feu. 2 semaines plus tard, sa cagnotte universitaire avait disparu. Et moi aussi. Le trajet de retour de la réunion fut silencieux. Je m'assis à l'arrière, enveloppé dans une serviette humide et moite. La climatisation de la voiture me glaçait la peau. Le sifflement dans ma poitrine s'était atténué en un faible sifflement, un rappel constant de la façon dont le choc de froid avait affecté ma respiration. Manon était à l'avant, fredonnant la radio, riant parfois d'elle-même. Mes parents discutaient de ce qu'ils devaient acheter à l'épicerie. C'était comme si la dernière heure n'avait pas eu lieu, comme si leur plus jeune fille n'avait pas failli se noyer sous leurs yeux. Mais pour moi, cette heure fut une éternité. Le froid du lac avait choqué mon système. Mais c'était la froideur dans leurs yeux qui avait gelé quelque chose au plus profond de moi. Cela remonta une décennie de souvenirs, un long film muet de ma propre vie qui se déroulait dans ma tête. Je me souvins, à 16 ans, si fière de ma voiture, une vieille mais fiable berline que j'avais achetée avec l'argent de mon petit boulot après les cours. Une semaine plus tard, Manon, dont le permis venait d'être suspendu pour excès de vitesse, l'avait prise sans demander et l'avait encastrée dans un poteau téléphonique. Quand je la pris, ma mère m'avait prise à part, sa voix douce et suppliante. Elle a fait une erreur. Manon, elle se sent mal. Sois une bonne sœur. Cet argent que ta grand-mère met de côté pour toi peut couvrir les dégâts, n'est-ce pas? J'avais fini par payer les réparations. Manon ne m'avait même jamais dit merci. Je me souvins de mon 20e anniversaire. Je voulais aller dîner dans un bon restaurant avec ma famille. Au lieu de cela, j'avais passé la soirée à transférer 5 000 € à Manon. Elle était à Las Vegas avec ses amis et avait, selon ses termes, connu un petit passage à vide. Mon père me tapota l'épaule quand je raccrochai. C'est ma fille. Toujours responsable. La famille s'entraide. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait tout vu.
C'était une femme calme, observatrice, qui avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien. Elle voyait comment j'économisais mon argent pendant que Manon dilapidait son argent de poche. Elle voyait comment j'étudiais pour mes examens pendant que Manon faisait la fête. Elle voyait comment j'étais toujours celle qui restait pour nettoyer les dégâts. Quelques mois avant de mourir, elle m'avait assise dans son atelier, l'air épais d'odeur de sueur et de vernis. Elle me tendit un lourd registre à couverture de cuir. L'argent est un outil, Manon, avait-elle dit, sa voix rauque mais ferme. Il peut construire une vie, ou il peut être une béquille pour ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Je te fais confiance pour être une bâtisseuse. Quand elle mourut, elle me laissa la majeure partie de sa succession, une somme considérable, comprenant des investissements et des biens. Manon reçut une somme symbolique, et mes parents reçurent la maison familiale et une pension. Le testament était clair. L'argent était à moi, à gérer par moi. Quand j'atteignis mes 22 ans, ma grand-mère avait placé sa foi en moi, pas en eux, et il ne me l'avait jamais pardonné. Le silence dans la voiture fut finalement rompu par ma mère. « Manon, ma chérie, tu te sens mieux ?» Je ne répondis pas. Je regardais par la fenêtre. « Arrête de faire ta bébé », grogna Manon de l'avant. C'était une blague. « Manon, » dit mon père, sa voix dénuée de tout reproche réel. « Mais elle a raison, Manon. Tu as toujours été trop sensible. » Je rentrai chez moi, pris une douche, et allai dans ma chambre. Le froid n'était plus seulement dans mes os. Il était dans mon cœur. Je sortis mon téléphone et appelai la seule personne que je savais qui comprendrait. Chloé, nous étions meilleures amies depuis la maternelle, et elle avait été témoin privilégié des dynamiques de ma famille pendant des années. « Ils ont fait quoi ?» dit-elle, sa voix un grondement sourd après que j'eus raconté l'histoire. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans son petit appartement, se passant une main dans les cheveux par frustration. Ils ont juste ri, Chloé, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Je viens tout de suite, dit-elle. Elle arriva en 15 minutes, un sac de burgers gras à la main. Nous nous assîmes dans ma chambre, et pour la première fois de la journée, je ressentis une étincelle de chaleur. Ce n'est pas juste à propos du lac, Manon. Tu le sais, n'est-ce pas, dit-elle en me tendant un burger. Je n'avais pas faim, mais je le pris quand même. Combien de fois les as-tu tirés d'affaire ? Combien de prêts leur as-tu accordé en sachant que tu ne les reverras jamais ? Je haussai simplement les épaules, picotant l'emballage. Ils ne prennent pas seulement ton argent, ma belle. Ils prennent ta vie. Ils te manquent de respect parce qu'ils savent que tu le supporteras. Tu es leur filet de sécurité, leur ticket de sortie de prison. Elle se pencha en avant, ses yeux intenses. As-tu déjà une seule fois ressenti leur amour sans condition ? Sans qu'ils aient besoin de quelque chose de toi ? Sa question me frappa plus fort que l'eau froide. J'essayais de me souvenir d'une seule instance, d'un seul souvenir où leur affection n'était pas liée à ma conformité ou à mon portefeuille. Rien ne me vint. Le silence s'étira et fut rempli d'une terrible prise de conscience. Des larmes que je ne savais même pas être là commencèrent à monter dans mes yeux. Je détournai le regard, ne voulant pas qu'elle voie. Elle fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Après le départ de Chloé, je me retrouvai à sortir un vieil album photo. Nous étions là, une famille de 4, souriant à Disney World. J'avais environ 10 ans. Je me souviens de ce voyage. Je me souviens que mon père avait perdu son portefeuille et que j'avais offert les $200 que j'avais économisés pour une nouvelle console de jeux vidéo pour aider à payer l'hôtel. Ma mère m'avait serré dans ses bras et m'avait appelé son petit héros. À l'époque, j'avais ressenti un flot de fierté. Maintenant, en regardant la photo, tout ce que je voyais, c'était le début du schéma. Je feuilletais les pages, chaque photo souriante étant un mensonge. Photo de remise de diplôme, Noël, anniversaire. Chaque jalon était terni par une transaction. Un sacrifice que j'avais fait et qui était attendu, pas apprécié. Je fermai l'album, un profond sentiment de chagrin m'envahissant. Je ne pleurais pas seulement la famille que j'avais. Je pleurais la famille que je pensais avoir, celle en laquelle j'avais désespérément voulu croire. Les visages souriants sur les photos étaient des étrangers, et j'étais une étrangère dans ma propre maison.
Je restais assise dans le noir, les larmes finissant par couler, pleurant pour la jeune fille sur les photos, qui voulait juste que sa famille l'aime pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Les jours suivants furent un brouillard de politesse forcée. Ma famille agissait comme si rien ne s'était passé, ce qui était d'une certaine manière pire qu'il ne soit en colère. C'était une invalidation complète de mon expérience. Tu veux des œufs ? Me demandait ma mère en préparant le petit déjeuner. Manon demandait d'emprunter mon chargeur de voiture. Mon père me demandait de l'aider à faire du jardinage. C'était normal et cela me rendait folle. Le point de rupture, le moment qui transforma mon chagrin en une résolution froide et dure, survint un jeudi soir. Je descendais prendre un verre d'eau quand j'entendis les voix de mes parents venant du salon. Je m'arrêtai en bas des escaliers, caché dans l'ombre. Elle n'a pas dit un mot depuis 3 jours, dit ma mère, Sylvie, sa voix empreinte de frustration. Ce silence est tellement puéril. Elle finira par s'en remettre. Mon père, Bernard, grogna derrière son journal. Elle le fait toujours. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle s'en remette maintenant, Bernard, dit-elle sèchement. Manon a besoin de l'acompte pour son programme de MBA d'ici la fin du mois. 50 000 €. Tu as oublié ? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est adulte. Nous ne pouvons pas juste prendre l'argent. Il y eut une pause. Puis la voix de ma mère baissa pour devenir un murmure conspirateur. J'ai parlé à ma sœur Carole. Le mari de ma sœur a des problèmes de trésorerie dans son entreprise, une crise temporaire. Et si nous disions à Manon que nous avions des problèmes, que l'entreprise était au bord de la faillite, et que nous avions besoin qu'elle se porte caution pour un prêt afin de la sauver ? Mon sang se glaça. Elle ne le fera jamais, dit mon père d'un ton dédaigneux. Si nous le lui présentons bien, elle le fera, insista TL. Nous en ferons une affaire de famille, de responsabilité. Nous lui dirons que c'est le seul moyen de garder un toit au-dessus de nos têtes. Nous obtiendrons le prêt, donnerons les 50 000 € à Manon, et ensuite, eh bien, nous réglerons le reste plus tard. Elle doit être responsable envers sa sœur. C'est la bonne chose à faire. J'eus l'impression que j'allais vomir. Ce n'était plus de la cupidité décontractée. C'était un complot calculé. Il n'abusait pas simplement de ma générosité. Il prévoyait de me tromper activement, de me piéger dans l'endettement pour financer la vie de ma sœur. Je reculai des escaliers, mon cœur battant à tout rompre, et me retirai dans ma chambre avant qu'il ne m'entende. Je fermai la porte, mon dos collé contre elle, et glissai sur le sol. C'était une chose d'être tenu pour acquis. C'en était une autre d'être la cible d'un complot ourdi par mes propres parents. Le lendemain, j'essayai de parler à mon petit ami, Julien. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an. Il était intelligent, ambitieux, et je pensais qu'il était de mon côté. Nous nous rencontrâmes pour un café, et je lui exposai tout. Le lac, l'historique des demandes financières, la conversation que j'avais surprise. Je m'attendais à un scandale. Je m'attendais à ce qu'il me dise que je devais partir de là. Au lieu de cela, il remua son latte, un froncement de sourcils pensif sur le visage. Waouh, c'est beaucoup, Manon. Beaucoup, Julien. Il prévoit de me frauder. Eh bien, peut-être pas de fraude, dit-il prudemment, évitant mes yeux. Peut-être qu'ils sont juste désespérés et que ce n'est qu'une signature, non ? Pour la famille. Tu ne veux pas être celle qui brise ta famille pour de l'argent, n'est-ce pas ? Tu as pensé à ce que les gens diraient ? Je le regardai, la tasse à café figée à mi-chemin de mes lèvres. Ce que les gens diraient. Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou faux. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait des apparences. Et à cet instant, je réalisai qu'à ses yeux, mon héritage n'était pas un fardeau que je portais. C'était une caractéristique qu'il appréciait. Les bons dîners, les week-ends, ma stabilité financière faisait partie de mon attrait. Ma douleur n'était qu'une complication gênante. Je dois y aller, dis-je, me levant si brusquement que la table trembla. Ce soir-là, j'appelai à nouveau Chloé. Je lui racontai tout. Le complot, la réaction de Julien. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis elle dit,
je connais une avocate, Manon. Ma tante l'a utilisée pour son divorce. Elle est tenace et intelligente. Son nom est Sophie Dubois. Je pense que tu devrais l'appeler, pas pour les poursuivre, juste pour savoir quels sont tes droits, pour savoir à quoi tu as affaire. Elle m'envoya son numéro par SMS. Je le regardai pendant 10 bonnes minutes avant que mon pouce n'appuie finalement sur le bouton d'appel. Le bureau de Sophie Dubois se trouvait dans un immeuble moderne et élégant du centre-ville. Cela ressemblait à un autre monde comparé à la maison de banlieue de ma famille. Sophie elle-même était dans la quarantaine avancée, avec des yeux vifs et intelligents et une attitude calme et sans fioritures. Elle écouta toute mon histoire sans interruption, son stylo grattant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. Quand j'eus terminé, je me sentis émotionnellement épuisée, comme si je venais de courir un marathon. Elle me regarda, son expression mélange de professionnalisme et d'empathie sincère. Manon, commença-t-elle, sa voix ferme et rassurante. Soyons parfaitement clairs. Les biens que ta grand-mère t'a laissés sont à toi et à toi seule. Tu n'as aucune obligation légale de payer l'éducation de ta sœur, sa voiture ou son style de vie. La seule obligation que tu as est celle, émotionnelle, qu'ils ont fabriquée et exploitée pendant des années. L'entendre exposer si clairement, si légalement, fut comme un poids physique retiré de mes épaules. Le plan que tu as surpris, continua-t-elle, son ton se durcissant légèrement, n'est pas seulement moralement répréhensible. Il frôle la conspiration en vue de commettre une fraude. Si tu signais ce prêt sous les faux prétextes qu'ils ont créés, tu serais légalement tenu responsable. Et ils le savent. Nous parlâmes pendant plus d'1 heure. Nous discutâmes des options. Nous parlâmes de trust et de fondation. Nous parlâmes de limites. Pour la première fois, je ne parlais pas seulement de mes sentiments. Je parlais de stratégie. Je quittais son bureau en me sentant différente. Le chagrin était toujours là. Une douleur sourde dans ma poitrine, mais pour la première fois, elle était mêlée à autre chose, une étincelle de pouvoir, un sentiment de contrôle. Il m'avait poussé dans le lac, s'attendant à ce que je me débatte, éclabousse et finisse par céder. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'apprendre à construire un barrage. Les 2 semaines qui suivirent ma rencontre avec Sophie Dubois furent les plus calmes et les plus intenses de ma vie. À l'extérieur, j'étais placide, obéissante. Je redevenais la Manon à laquelle ils étaient habitués. Je répondais aux questions de ma mère sur ma journée. Je laissais Manon me battre aux jeux vidéo. J'aidais même mon père à nettoyer le garage. Je jouais un rôle. Et je n'avais jamais été une actrice plus convaincante. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Chaque sourire poli était un masque. Chaque signe de tête d'accord, un coup de pièce d'échec soigneusement placé. Je n'étais plus une victime réagissant à leurs caprices. J'étais une architecte concevant ma propre sortie. Mon coup fut de tester les eaux, de confirmer ce que je savais déjà au fond de moi. Un soir, au dîner, je poussai un profond soupir. J'ai reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui, dis-je, remuant ma purée de pommes de terre dans mon assiette. Cette action technologique dans laquelle j'ai investi une partie de mes économies a chuté de façon spectaculaire. J'ai perdu une somme d'argent importante. La réaction fut instantanée et révélatrice. La fourchette de ma mère cliqueta sur son assiette. Quoi? Combien? Beaucoup, dis-je vaguement, observant leur visage. Il faudra un certain temps pour récupérer. Je devrais être très prudente avec mes finances dans un avenir prévisible. Je le vis. Pas une once d'inquiétude pour moi ou ma supposée perte financière. Juste une panique pure et sans phare. Le visage de ma sœur Manon s'assombrit. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Qu'en est-il de mon MBA? Le paiement des frais de scolarité est dû. Je suis désolée, Manon, dis-je, croisant son regard. Je ne pense pas pouvoir aider avec ça pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne peux pas aider » s'exclama ma mère, Sylvie, sa voix montant. Tu ne peux pas être irresponsable avec cet argent, Manon. Ta grand-mère te l'a laissé pour assurer la sécurité de cette famille, pas pour le gaspiller en actions. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Ce fut la confirmation finale.
Ma valeur pour eux n'était pas celle d'une fille ou d'une sœur, mais celle d'un compte bancaire, d'une ressource. Et maintenant que la ressource était prétendument menacée, le mince vernis de l'affection familiale avait été retiré, révélant la cupidité laide et désespérée en dessous. Le lendemain, je commençai à construire mon arche. J'eus plusieurs réunions discrètes et silencieuses avec Sophie. Nous élaborâmes le plan. Les 50 000 € que mes parents attendaient pour Manon se trouvaient sur un compte d'épargne à haut rendement à mon nom. C'était toujours mon argent, destiné dans mon esprit à son éducation par un sens mal avisé du devoir. Maintenant, il serait réaffecté. Sophie m'aida à rédiger les documents pour créer une fondation de bourse privée. C'était une manœuvre juridique simple. Je donnerais les 50 000 € à cette nouvelle fondation, qui accorderait ensuite des bourses à des étudiants méritants dans ma communauté locale. Nous lui donnâmes même un nom, une touche finale poétique d'ironie. Nous l'appelâmes la Fondation de Bourse Wilson. Wilson était notre nom de famille. Pendant que Sophie s'occupait du cadre juridique, je m'occupais de la logistique de ma fuite. J'avais un diplôme en design graphique et j'envoyais discrètement mon portfolio à plusieurs agences dans une ville à 3 États de là, un endroit où je ne connaissais personne, un endroit où je pouvais être anonyme. En 2 semaines, j'avais un entretien prometteur prévu sur Zoom. Quelques jours plus tard, ils m'offrirent un poste de concepteur junior, sous réserve de vérification des antécédents. J'acceptai sur le champ. Je trouvai un petit appartement en ligne et payai le loyer du mois et la caution à partir d'un nouveau compte bancaire que ma famille ignorait totalement. Je commençai à faire mes cartons tard le soir, une boîte à la fois, les cachant au fond de mon placard. Mes biens les plus précieux, les vieux outils de ma grand-mère, ma collection de livres de design vintage, les photos de Chloé et moi. Ma vraie vie. Un après-midi, j'entendis ma mère au téléphone, sa voix tendue par le stress. Elle était dans la cuisine, le dos tourné. « Je ne sais pas quoi te dire, Carole, disait-elle. Tu auras ton argent. J'ai juste besoin de plus de temps. L'affaire de Bernard a échoué. Nous comptons sur. Donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année. » Alors voilà, une graine de vérité. Ma tante, celle qui était toujours si gentille avec moi, était une créancière. Sa gentillesse n'était que la pression d'une vis qui se resserrait lentement. Il ne s'agissait pas seulement de faire avancer Manon. Il s'agissait de les sauver d'un trou qu'ils avaient creusé avec ma propre tante. La complexité de leur tromperie était plus profonde que ce que j'avais même imaginé. Les pièces étaient toutes en place. La fondation était légalement établie. L'emploi était sécurisé. L'appartement attendait. Il ne restait plus qu'à partir. Ma famille, inconsciente du raz-de-marée qui allait les frapper, décida de mettre en scène son dernier acte. Ma mère annonça que nous avions un dîner spécial pour une réunion de famille. Son ton était artificiellement gai, comme il l'était toujours lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose d'important. Elle prépara mon plat préféré, un poulet rôti avec des pommes de terre au romarin. Toute la maison sentait le foyer que j'étais sur le point de quitter à jamais. Nous nous assîmes à la table à manger, la belle vaisselle brillant sous les lumières. Cela ressemblait à une scène de film, un drame familial tendu se déroulant en temps réel. Mon père s'éclaircit la gorge. Ma mère croisa les mains sur la table, et Manon s'adossa à sa chaise avec un air d'arrogance. Manon, commença ma mère, sa voix dégoulinant d'une sincérité calculée. Nous devons parler en famille. Je la regardai simplement, mon expression neutre. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. Ton père et moi, nous traversons une période difficile, dit-elle, une larme unique et parfaite coulant sur sa joue. L'entreprise ne va pas bien. Nous sommes confrontés à une crise et risquons de tout perdre. Mon père hocha la tête d'un air sombre, jouant son rôle. Nous avons besoin de ton aide, mon cœur. Nous ne demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Il fit glisser une liasse de papier sur la table, une demande de prêt, tout comme je l'avais entendu. Il voulait que je me porte caution pour un prêt massif, utilisant mon portefeuille d'investissement comme garantie. Ce n'est qu'une signature, murmura ma mère, ses yeux suppliants. Pour sauver ta famille, intervint Manon, le coup de grâce. Il est temps d'être adulte, petite sœur. Il est temps d'assumer de vraies responsabilités.
Je baissai les yeux sur les papiers. Je regardais leur visage plein d'attente, l'espoir désespéré dans les yeux de ma mère, la demande sévère de mon père, le sourire arrogant de ma sœur. Je vis toute cette pièce pathétique et tragique pour ce qu'elle était, et je ne ressentis rien. La colère s'était éteinte, laissant place à un calme froid et clair. Je pris le stylo qu'ils avaient si aimablement placé à côté des documents. Je le tenus un instant. Je pouvais voir la victoire dans leurs yeux. Ils pensaient avoir gagné. Puis je reposai doucement le stylo sur la table, intact. Je me levai. Non, dis-je. Ma voix était douce, mais elle résonna dans la pièce soudainement silencieuse. Quoi, haleta ma mère. Non, répétai-je un peu plus fort cette fois. Je regardai chacun d'eux dans les yeux. Je ne signerai rien. Je me retournai et sortis de la salle à manger, les laissant figés dans un tableau d'incrédulité. Je montai à l'étage, pris les 2 sacs de voyage que j'avais préparés avec mes essentiels, sortis par la porte d'entrée, montai dans ma voiture et m'éloignai sans regarder en arrière. Le véritable point culminant ne se produisit pas avec un cri, mais avec une lettre. 3 jours plus tard, ma sœur Manon, confiante que mon petit coup de colère était terminé, entra dans la succursale principale de notre banque locale. Elle alla voir la conseillère privée qu'on lui avait dit de consulter pour organiser le virement de ses frais de MBA. Elle entra probablement avec assurance, s'attendant à un traitement de tapis rouge. Elle donna son nom à la conseillère et expliqua qu'elle était là pour accéder aux fonds que sa sœur lui fournissait pour son MBA. La conseillère, une femme polie d'une 50aine d'années, tapa son nom dans le système. Elle fronça les sourcils. Elle tapa à nouveau. Je suis désolée, Madame Wilson. Je ne vois aucune note ici concernant un transfert. C'est de mon compte, Bella Wilson, dit probablement Manon, sa voix empreinte d'agacement. Plus de frappes, une pause plus longue. Madame Wilson, dit la conseillère, sa voix soigneusement neutre. Le compte auquel vous faites référence a été fermé il y a 2 jours. Les fonds ont été transférés. Transférés où? C'est mon argent, aurait-elle crié, attirant les regards dans le hall silencieux de la banque. La conseillère aurait calmement expliqué que les fonds étaient légalement à mon nom et que j'avais tout à fait le droit de les déplacer. Mais ce n'était pas la meilleure partie. Le lendemain, une épaisse enveloppe crème arriva à la maison, adressée à Madame Manon Wilson. Elle semblait officielle, importante. Elle l'ouvrit probablement en pensant qu'il s'agissait d'une erreur de la banque qu'elle devait rectifier. À l'intérieur, sur un papier à en-tête gaufré, il y avait une lettre. Elle commençait, « Chère Madame Wilson, au nom de notre conseil d'administration, nous sommes ravis de vous informer que vous avez été nommée l'inspiration honoraire de la fondation de bourse Wilson nouvellement établie. Un généreux don anonyme de 50 000 € a été fait au nom de votre famille pour apporter une aide financière à des étudiants brillants et méritants de notre communauté qui ont surmonté des obstacles personnels et financiers importants. Votre histoire d'ambition a inspiré notre bienfaiteur à redonner à ceux qui font preuve d'un véritable potentiel et d'une autonomie. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer parfaitement. La couleur disparaissant du visage de Manon. Ma mère attrapant la lettre, sa main tremblant en la lisant à voix haute. Mon père s'effondrant sur une chaise, le visage cireux. L'argent n'avait pas seulement disparu. Il avait été utilisé pour les humilier publiquement. Il avait été réaffecté en monument à leur propre cupidité, un rappel caritatif permanent de ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent. Ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir s'était déplacé complètement et irrévocablement, et j'étais à 3 états de là, recommençant ma vie. Les répercussions furent immédiates et exactement comme je l'avais prédit. Mon téléphone commença à biper. L'appel venait de ma mère. Je le laissai aller en messagerie vocale. Le message qu'elle laissa était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Sa voix étranglée par de fausses larmes. « Manon, ma chérie, qu'as-tu fait? Il y a eu une terrible erreur. Tu dois nous appeler. Nous sommes tellement inquiets. Ce n'est pas toi. » Le prochain appel venait de Manon. Je n'avais pas besoin d'écouter le message vocal pour savoir ce qu'il disait. Ces SMS, un flot de mots furieux et mal orthographiés, racontaient toute l'histoire.
Où est mon argent? Tu trouves ça drôle? Tu as ruiné ma vie. Tu es morte pour moi. Puis vint un SMS de mon père, bref et froid. Appelle ta mère. Tu l'as terriblement contrariée. Je lus les messages, écoutai les quelques secondes du message vocal, puis je fis quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ouvris ma liste de contacts, et un par un, je bloquai leurs numéros. Mère, père, sœur, même Julien. Le sentiment de soulagement était une chose physique, un profond souffle purificateur. Le silence qui s'ensuivit fut magnifique. Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis je répondis. C'était ma tante Carole. Sa voix était doucereuse. Manon, ma chérie, c'est ta tata. Ta mère est hors d'elle d'inquiétude. Nous le sommes tous. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison pour qu'on en parle? Quoi qu'il se passe, nous pouvons arranger ça. Elle était leur dernière tentative désespérée. Les bons flics envoyés pour négocier. Mais je connaissais la vérité. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait du prêt que mes parents lui devaient. Je vais bien, tante Carole, dis-je, ma voix calme et ferme. Il n'y a rien à discuter. Votre famille? Ce n'est plus ma famille depuis longtemps, et avant qu'elle ne puisse répondre, je raccrochai et bloquai son numéro aussi. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Leur prochain coup, comme Sophie m'avait averti qu'il pourrait l'être, fut une tentative désespérée et pathétique d'utiliser les autorités pour me contrôler. Un soir, on frappa à la porte de mon nouvel appartement. Mon cœur fit un bond pendant un instant, mais je regardai par l'œilleton et vis deux policiers. J'ouvris la porte. Puis-je vous aider? Êtes-vous Manon Wilson? Demanda l'un d'eux. Je le suis. Madame, nous avons reçu un appel de votre famille. Ils ont déposé une demande de vérification de bien-être, prétendant être inquiets pour votre sécurité. Ils ont dit que vous êtes parti dans des circonstances inhabituelles. Je dus me retenir de rire. Officier, j'ai 22 ans. Je ne suis pas disparu. J'ai déménagé ici pour un nouvel emploi. Je suis parfaitement saine et sauve. Je leur montrai mon nouveau permis de conduire avec l'adresse locale et ma carte d'identité professionnelle. L'officier hocha la tête, griffonnant dans son carnet. Donc, vous êtes parti volontairement? À 100%, dis-je. J'apprécierais si vous pouviez informer ma famille que je vais bien et que je ne souhaite aucun contact avec eux. Toute nouvelle tentative de contact de leur part sera considérée comme du harcèlement. Ils furent professionnels et comprirent immédiatement. Ils partirent et je savais que cette voie était désormais fermée à ma famille. Ils avaient joué leur dernière carte et perdu. Leur pouvoir sur moi avait officiellement disparu. Ils ne pouvaient pas me forcer, me manipuler, ni utiliser qui que ce soit d'autre pour m'atteindre. Il ne leur restait plus que les conséquences de leurs propres actes. Et j'étais enfin vraiment libre. 6 mois passèrent. 6 mois de guérison calme, joyeuse, et parfois difficile. Ma nouvelle ville était vibrante et anonyme. Mon travail de concepteur junior était stimulant et épanouissant. J'étais entouré de gens qui me voyaient comme Manon, la fille qui était douée pour les polices et avait un humour sec. Pas Manon, le distributeur de billets de la famille. J'avais rencontré quelques amis au travail. Nous allions prendre un verre après une longue semaine ou faire de la randonnée le week-end. C'étaient des amitiés simples, faciles, sans le poids de l'histoire et des obligations. Le plus important, je prenais soin de moi. J'ai trouvé un excellent physiothérapeute qui m'a aidé à surmonter la douleur chronique à mon épaule. À chaque exercice, je me sentais plus forte physiquement, et cela reflétait la force émotionnelle que j'étais en train de construire. Sur sa recommandation, j'ai également commencé à voir un thérapeute. Nous parlions de limites, de culpabilité, de redéfinir ce que signifiait la famille. C'était un travail difficile de défaire 2 décennies de bagages émotionnels, mais c'était nécessaire. Un après-midi, un email apparut dans ma boîte de réception avec un objet qui me coupa le souffle. De la part de Lucie. Lucie était ma cousine, la fille de Manon et ma plus jeune cousine. Elle avait 16 ans, une fille calme et observatrice qui était toujours en périphérie lors des réunions de famille. Je me souviens l'avoir vue près du quai ce jour-là,
ses yeux écarquillés d'un regard que je ne pouvais pas déchiffrer à l'époque. J'ouvris l'email. Salut, Manon. Je ne sais pas si tu le recevras. Maman a dit que personne ne devrait te contacter, mais j'ai senti que je devais le faire. J'ai beaucoup pensé à ce jour au lac. J'ai vu ce que Manon a fait, et j'ai vu que tu avais vraiment du mal. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais peur. Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir fait. Les choses ont été folles ici depuis ton départ. Oncle Bernard et tante Sylvie sont un désastre. Manon a perdu sa place au programme de MBA et travaille dans un centre d'appel. Elle est toujours en colère. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. La raison pour laquelle tout le monde était si désespéré. J'ai surpris ma mère, tante Carole, se disputant avec tante Sylvie au téléphone. L'entreprise de mon père est vraiment en difficulté. Et ma mère avait prêté une énorme somme d'argent à tes parents il y a un moment. Elle menaçait de les poursuivre en justice s'ils ne la remboursaient pas. Ils n'essayaient pas de prendre ton argent juste pour l'école de Manon. Ils essayaient de se sauver de ma mère. Cela ne rend pas ce qu'ils ont fait juste du tout. Mais je pensais que tu devrais connaître toute l'histoire. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu te sois échappée, Lucie. Je lus l'email 3 fois. Ce ne fut pas un choc. Pas vraiment. C'était une confirmation des pièces de puzzle et parce que j'avais déjà rassemblé. Cela ne changea pas mes sentiments, et certainement pas le fait que j'ai pitié d'eux. Leur désespoir n'excusait pas leur cruauté, mais cela fournissait une lentille clarifiante finale à toute cette situation laide. Cela solidifia ma décision. Je ne m'étais pas seulement échappé de la cupidité. Je m'étais échappé d'un navire en train de couler, d'un vortex de mauvaises décisions et de mesures désespérées qui m'auraient sans aucun doute entraîné avec eux. J'écrivis une réponse à Lucie, un email court et simple. Merci de me l'avoir dit. Ça compte beaucoup. Je vais bien. J'espère que toi aussi. J'appuyai sur envoyer, ce faisant, je fermai le dernier chapitre de ma vieille vie. Cela fait plus d'1 an maintenant. Mon appartement ne semble plus neuf. Il ressemble à un foyer. La fenêtre de mon bureau donne sur la ville. Un paysage de lumière scintillante et de possibilités infinies. Mon épaule me dérange rarement maintenant. Une douleur sourde les jours de pluie est tout ce qui reste. La semaine dernière, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était ni d'un avocat ni d'un parent désemparé. Elle était sur du simple papier blanc. L'adresse de retour provenait du collège communautaire local. Je l'ouvris. Elle venait d'une jeune femme, une étudiante en soins infirmiers. Elle était la première bénéficiaire de la fondation de Bourse Wilson. Elle écrivit sur le fait d'être une mère célibataire, travaillant à 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et comment la bourse signifiait qu'elle pouvait en quitter un et passer plus de temps avec son fils. Cela signifiait qu'elle pouvait se permettre ses manuels sans avoir à sauter de repas. Cela signifiait qu'elle pouvait voir un avenir pour elle-même qui n'était pas seulement une lutte quotidienne pour survivre. Je ne sais pas qui est le donateur anonyme, écrivit-elle à la fin. Mais si jamais vous avez l'occasion de le lui dire, faites-lui savoir qu'il ne m'a pas seulement donné de l'argent. Il m'a donné de l'espoir. Je pliai la lettre, un sourire sincère et sans effort sur mon visage. La douleur dans ma poitrine qui avait été ma compagne constante si longtemps avait disparu. À sa place, une chaleur calme et constante. J'avais passé toute ma vie à croire que je devais m'immoler pour garder ma famille au chaud, pour finalement réaliser qu'il se tenait près des flammes, se plaignant du froid. Mon acte de rébellion, né de tant de douleur et de colère, était devenu un acte de création. L'argent qu'ils considéraient comme leur droit avait été transformé en une autre chance pour quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, j'ai finalement compris. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Parfois, la famille la plus aimante n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous trouvez ou celle que vous avez le courage de construire pour vous-même, brique par brique, dans la paix tranquille de votre propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre tranquillité ? Je serais honoré de lire vos expériences.